Les preuves croissent que l'effort de guerre russe reçoit une aide militaire d'entreprises chinoises. Il y a 30 ans, la Russie dominait la Chine, possédant l'arme nucléaire, l'assurance et le dernier mot. Quand Moscou parlait, le monde écoutait. Mais aujourd'hui, les rôles se sont inversés. C'est la Russie qui supplie Pékin de lui accorder de l'attention, juste pour survivre. L'ironie ne pourrait pas être plus forte. Le pays qui soutenait jadis les révolutions communistes dépend désormais d'une puissance communiste pour faire fonctionner ses usines. C'est comme voir l'ancien champion emprunter des gants pour rester sur le ring. Comment en est-on arrivé là ? Comment une nation riche en armes nucléaires, pétrole, gaz et ressources est-elle devenue si dépendante de la Chine ? Et qu'est-ce que Pékin veut en retour ? Pour comprendre cela, il faut revenir au moment où l'équilibre a commencé à basculer. Lorsque la Russie est entrée en Ukraine début 2022, l'Occident n'a pas hésité. Les sanctions sont tombées rapidement et sévèrement, coupant la Russie de l'économie mondiale sur laquelle elle s'appuyait depuis des années. Du jour au lendemain, Moscou est passé du statut d'habitué à la table du commerce international à celui de chercher désespérément des miettes. Avant la guerre, la Russie profitait d'un accès facile aux marchés occidentaux. Cela a disparu. Entre 2021 et aujourd'hui, les exportations de l'Union européenne vers la Russie ont diminué de près de 65%, et les importations ont été encore pires, avec une baisse de près de 89%. Les chiffres du commerce ne sont pas les seuls affectés. Des industries ont perdu les outils essentiels, qu'il s'agisse de machines allemandes, d'électronique américaine ou de semi-conducteurs utilisés partout, des chars aux tracteurs. La Russie a tout perdu. À cause de cela, les usines se sont arrêtées, les ingénieurs ont dû improviser, et le rythme industriel du pays s'est brisé en plein élan. C'est comme si la Russie avait essayé de faire jouer l'orchestre, mais que la moitié des instruments avaient été confisqués à la frontière. L'armée a été la première affectée, une forme de justice poétique puisqu'elle envahit les terres d'autrui. La Russie a longtemps revendiqué une avance technologique, mais sans composants clés occidentaux. Elle s'est retrouvée coincée à essayer de colmater les brèches avec des pièces hors de prix provenant de circuits parallèles. Les semi-conducteurs sont devenus précieux, les prix ont doublé, et des réseaux douteux ont surgi sans combler la pénurie. La disparition de l'électronique occidentale freine la production de missiles, et bloque la réparation des aéronefs. Cela a conduit l'économie à plier sous le poids. Maintenant, comme vous pouvez vous y attendre, l'inflation a grimpé en flèche, et les secteurs non liés à l'effort de guerre ont commencé à se figer. La solution de contournement a été le marché noir. Les contrebandiers ont fait des biens sanctionnés un commerce lucratif, réacheminant les produits occidentaux via des pays tiers et pratiquant des marges élevées. Très vite, le commerce clandestin d'électronique et de machines en Russie a commencé à brasser des milliards. Sans surprise, des pièces contrefaites ont afflué alors que le contrôle qualité devenait de plus en plus aléatoire. Ce virage chaotique tenait plus de la survie que de la stratégie. Et ce n'était pas qu'une question d'orgueil. Le cœur industriel russe a été fortement touché. Privé d'outils occidentaux. Les usines ne pouvaient augmenter leur production. Les plateformes pétrolières attendaient des pièces. Les usines automobiles subissaient des retards. Et le pays a perdu des milliards. L'armée s'est appuyée davantage sur le nombre que sur la précision, prolongeant la guerre et épuisant les ressources. À la maison, les prix ont grimpé. Le rouble a vacillé. En 2024, la Russie avait accumulé plus de 16 000 sanctions, ce qui en faisait l'économie la plus restreinte au monde. C'est fou, non ? Cette pression ne sert pas seulement, elle déforme. Moscou est devenue tellement désespérée qu'elle a commencé à chercher des bouées de sauvetage partout où elle pouvait en trouver, malgré les risques. C'est à ce moment-là que la Chine est intervenue. Alors que l'Occident resserrait la vis, Pékin a vu une opportunité et n'a pas perdu de temps pour en profiter. De 2022 à 2024, la Chine a accru ses exportations vers la Russie de plus de 60%. Le commerce entre les deux pays n'a pas seulement repris, il a explosé. L'an dernier, les exportations chinoises de machines-outils vers la Russie ont quadruplé, tandis que moteurs d'aviation, électronique et produits chimiques arrivaient en masse. Ce n'était pas que des pièces détachées, c'était le pilier de la production de drones russes, des réparations de missiles et de la logistique sur le champ de bataille. La Chine n'a pas seulement comblé les vides laissés par les sanctions occidentales, elle les a largement remplis. Plus de 4 milliards de dollars de biens à double usage, dont des matériaux pour explosifs et des ingrédients pour la poudre à canon, ont été expédiés en un an. Pékin a discrètement redirigé des navires occidentaux via ses réseaux, pour soutenir la machine de guerre russe malgré les restrictions. Pendant ce temps, la Russie a renvoyé l'ascenseur en envoyant du pétrole et du gaz bon marché vers l'Est, offrant à la Chine un coup de pouce en matière de sécurité énergétique. Ce n'était pas de la charité, mais une pression, et la Chine savait ce qu'elle achetait. Ce changement, amorcé il y a des années,
et toujours en cours, a offert à la Chine le contrôle sur les industries russes, jadis détenues par l'Europe. Avant la guerre, les entreprises occidentales imposaient la cadence technologique et les prix. Désormais, c'est la Chine. Cette tendance apparaît dans les accords énergétiques, où la Russie doit désormais suivre les règles de la Chine, alors qu'elle les fixait auparavant. Prenez le gazoduc Force de Sibérie 2. Un projet colossal, signé entre les deux géants, pour transporter jusqu'à 50 milliards de mètres cubes de gaz par an, de la péninsule de Yamal en Russie à la Mongolie, jusqu'au nord-est de la Chine. Officiellement, c'est une victoire pour les exportations de gaz de Moscou, mais le calendrier révèle la réalité. Gazprom ne verra pas le gaz circuler avant au moins 2031. Et même alors, il se pourrait que le pipeline n'atteigne pas la moitié de sa capacité avant. 2034 ou 2035. La Chine décide d'eux du moment où les choses s'accélèrent, attendant que sa propre demande soit suffisamment solide. Elle maîtrise aussi le rythme des négociations, et fixe les coûts, ce qui est un vrai pouvoir de négociation. Cela maintient la Russie sous contrôle, tandis que Pékin s'assure un approvisionnement en énergie bon marché selon son propre calendrier. Pas surprenant que ces pipelines s'étendent d'abord pour la demande chinoise. Cette emprise dépasse les gazoducs, et touche aussi l'économie russe au quotidien. Le yuan a remplacé le dollar dans le commerce russe, et la technologie chinoise remplit les rayons où les marques occidentales se trouvaient autrefois. Les routeurs Huawei maintiennent les réseaux de Moscou en vie. Les voitures BYD ont remplacé les Ford, et les investissements chinois ont surtout concerné les infrastructures, rapprochant les deux économies. Mais cela va bien au-delà des usines. Observez les ports et routes arctiques russes, où Pékin investit stratégiquement pour contrôler les flux. À Vladivostok et sur la route maritime du Nord, des entreprises chinoises financent ports, grues et entrepôts, avec de récents accords pour acheminer des millions de tonnes de marchandises chinoises via l'Arctique, en utilisant les brise-glaces nucléaires russes. Des projets comme l'usine de gaz naturel liquéfié de Yamal, financée principalement par la Chine, et la mine de lithium Konmozovskoye à Mourmansk illustrent comment Pékin crée des corridors arctiques pour le pétrole, le gaz et les conteneurs. Ces liens ont fortement accru le transport de transit, la Chine restant le principal partenaire. Ce qui se passe, ce n'est pas juste de l'aide, mais une prise de contrôle. Pékin veille habilement à ce que la Russie dépende des systèmes chinois pour transporter ses marchandises. Le projet de route de la soie polaire relie ces éléments, donnant à Pékin un intérêt direct dans l'exportation russe. Ce contrôle rend difficile pour Moscou de se tourner vers d'autres options. La dépendance de la Russie envers la Chine n'est pas seulement en train de croître, elle est désormais verrouillée sur la Chine, qui fournit tout, des minéraux de qualité militaire aux composants électroniques de base, comblant ainsi les lacunes laissées par les sanctions occidentales. Moscou a tenté de diversifier ses partenariats, en se tournant vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est pour le commerce et les pièces détachées, dans l'espoir d'alléger la pression. Mais jusqu'à présent, ces efforts n'ont pas porté leurs fruits. La Russie n'est que 10e pour le commerce et l'investissement en Indo-Pacifique, loin derrière la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Europe. Les accords pétroliers et d'armement avec l'Inde semblaient prometteurs, mais l'Inde prévoit d'autres options si l'approvisionnement russe se détériore davantage. En Asie du Sud-Est, les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ont exporté davantage vers les États-Unis que vers la Chine cette année, montrant peu d'intérêt pour les produits russes, moins compétitifs que ceux de Pékin. Ces pays ont évité les sanctions occidentales sans pour autant apporter un réel soutien. Aucune nation n'égale la production industrielle chinoise, et l'échec diplomatique russe accentue sa dépendance. Moscou ne se contente pas de s'appuyer sur la Chine, elle y est coincée, et cette situation n'est pas sans coût. Les prêts et accords commerciaux favorisent souvent la Chine, lui offrant ressources sibériennes et influence stratégique. Les entreprises russes se tournent vers l'Est, l'influence occidentale ayant diminué dans la région. Cela renforce la volonté de la Chine d'un monde moins dominé par Washington et plus par Pékin. Le soutien de Pékin permet aussi à Moscou de continuer la guerre en Ukraine. Le soutien chinois a non seulement sauvé l'économie russe, mais aussi changé la stratégie de guerre de Moscou. La dépendance économique s'est progressivement transformée en collaboration militaire, reliant les industries de défense des deux pays d'une manière qui va bien au-delà du simple commerce. L'influence de la Chine est devenue si forte qu'elle influe sur l'issue des combats à Donetsk, Kiev et Avdiivka. Vous voyez, alors que la Russie progresse en Ukraine, le véritable moteur de son effort de guerre n'est pas construit à Moscou. Il est expédié de Chine discrètement et régulièrement. Pékin n'a pas envoyé de troupes ni de chars, mais elle a livré quelque chose d'aussi décisif. L'expertise, les outils et la technologie qui font fonctionner les usines militaires russes. Les machines-outils, qui fabriquent des pièces de missiles et de chars, affluent depuis le début de l'invasion. Fin 2023, la Chine fournissait environ 70% des besoins russes. Souvent camouflés en équipements civils ordinaires, les composants électroniques empruntent le même parcours.
Des puces et circuits grand public servent finalement à guider des armes, aidant la Russie à contourner les sanctions et à maintenir sa production et sa technologie. Dans cet arrangement, la Chine ne fournit pas de munitions, elle fournit de l'ambition, une cargaison à la fois. Mais il ne s'agit plus seulement de caisses et de formulaires de douane désormais. Le soutien chinois à l'économie de guerre russe est devenu bien plus intime et industriel. À Yekaterinbourg, des ingénieurs de Pékin ont discrètement modernisé les vieilles usines russes, les transformant en centres de production efficaces grâce aux échanges civils. Les expéditions chinoises arrivent à temps train, et une fois déballées, ces usines modernisées démarrent. La production de drones a doublé cette année grâce à l'arrivée d'équipements chinois et d'expertise technique, marquant une transformation discrète. Les résultats sont bruyants sur le champ de bataille, mais la collaboration est plus forte en coulisses. Des experts chinois en drones se sont rendus plusieurs fois chez Ijevsk Electro-Mechanical Plant Kupol en Russie, un fabricant d'armes d'État sous sanction, pour y mener des travaux techniques. Des responsables de la sécurité européens et des documents de Reuters indiquent que ces experts ont visité Kupol plus de 6 fois, depuis mi-2024. Durant cette période, Kupol a reçu des drones d'attaque et de surveillance chinois via un intermédiaire russe. Cela incluait les drones kamikazes, A140 et A900 d'autres modèles, comme A60, A100 et A200 seront livrés plus tard. Ce n'est pas juste un soutien logistique, c'est de la co-ingénierie. C'est la puissance industrielle chinoise alliée à l'ambition militaire russe. Tout cela se déroule ouvertement, dissimulé dans les données commerciales et ferroviaires. Des montagnes de l'Oural aux usines de drones sanctionnées. Pékin marque l'infrastructure militaire russe. Moscou ne le met pas en avant, mais l'étiquette « fabriquée en Russie » sur les chars et lanceurs masque une réalité plus précise. Beaucoup de ces machines fonctionnent grâce à des composants chinois. C'est plus un assemblage par traduction qu'une production nationale, impliquant cartes électroniques, capteurs et carters de moteurs. Et sans eux, l'industrie de défense russe serait paralysée. Le système repose totalement sur la Chine, sans alternative nationale disponible. La chaîne d'approvisionnement traverse les frontières. La Chine en est le pivot. Le soutien de la Chine est si fort que l'OTAN estime que jusqu'à 80% des composants essentiels de ces drones proviennent de fabricants chinois. Tu comprends ce que ça veut dire ? La Chine est en gros responsable de tous les cauchemars volants qui terrorisent l'Ukraine. Prenons par exemple les drones Shahed. Basés sur des modèles iraniens, ils intègrent des capteurs et batteries chinois assurant une précision inquiétante. Ou encore les modèles Lancet, utilisant processeurs et modules de Shenzhen pour traquer les cibles avec précision. La Chine ne fournit pas d'armes finies. Elle vend les balles, la poudre et l'acier pour le canon. Puis elle se retire pendant que Moscou appuie sur la gâchette. C'est vraiment amener la négation plausible à un autre niveau, non ? Malgré l'ingéniosité russe, c'est l'approvisionnement chinois qui soutient la guerre des drones. Sans cela, l'offensive faiblit. Pékin le sait, et il adore ça. La guerre en Russie permet aux usines chinoises d'écouler leur surplus, résolvant leurs problèmes et renforçant leur influence sur Moscou. Si la Russie arrête d'acheter, l'excédent chinois s'accumule. Si la Chine arrête de fournir, la Russie perd son avantage aérien. C'est une danse que la Chine mène fermement. Tout ce que la Russie peut faire, c'est suivre alors qu'elle devient de plus en plus dépendante et isolée. La Chine alimente la machine de guerre russe et en tire aussi des enseignements. Chaque drone et usine réaménagée donne à Pékin un avantage pour apprendre du champ de bataille de Moscou. Et disons simplement que la Chine a étudié très sérieusement, pour son propre combat concernant Taïwan. La Chine voit Taïwan comme un frère perdu lors d'une ancienne guerre civile, pas comme un voisin. La réunification signifierait bien plus que de la fierté. La Chine contrôlerait des centres technologiques majeurs, notamment l'industrie des semi-conducteurs essentiels aux smartphones et avions de chasse. À mesure que Taïwan devient l'un des plus grands secteurs technologiques du monde, le désir du Parti communiste chinois de s'approprier la nation ne fait que se renforcer. Ce scénario ne vous évoque-t-il pas un certain Russe, deux dictateurs voulant retrouver leur gloire passée ? Réfléchissez, le point de vue russe sur l'Ukraine n'est pas si différent. Elle voit ce pays comme une ex-colonie au passé et à la langue commune, mais désormais tournée vers l'Occident. Pour Moscou, l'invasion visait à repousser l'OTAN et réunifier l'Empire soviétique. Pour Pékin, Taïwan sert à sécuriser les routes maritimes et limiter l'influence américaine. Pour Xi Jinping, qui renforce la Chine depuis 2012, ce n'est pas qu'une stratégie, c'est aussi personnel. Il observe de près les faux pas de la Russie, apprenant sans jamais avoir à tirer un seul coup de feu. Xi agit discrètement et stratégiquement, étudiant les erreurs russes comme un entraîneur analyse un match. C'est comme si Pékin regardait en boucle les images de la guerre de la Russie, prenant des notes pour sa propre invasion spectaculaire.
Des documents révèlent que la Russie partage des plans de siège éjectables, d'équipements de débarquement et de tactiques d'approvisionnement. Tout ce dont on aurait besoin, vous savez, pour une invasion d'îles. Il ne s'agit pas de simples conseils, mais de projets conjoints déguisés en recherche civile, avec des laboratoires et échanges technologiques à l'apparence inoffensive mais à forte portée militaire. Actuellement, plus de la moitié de ces collaborations se poursuivent. Des experts russes aidant à améliorer l'équipement chinois pour le combat. Xi ne se précipite pas, il accumule les leçons, transformant les échecs de la Russie en un plan directeur pour une frappe rapide et précise à travers le détroit de Taïwan. Quand il finira par envahir, il le fera pleinement préparé et prêt à faire face aux réactions internationales qui pourraient en suivre. C'est exactement ce qui inquiète Taïwan. Si la Chine agit, elle devra déployer des troupes par des eaux dangereuses en évitant missiles et drones. La Russie a déjà traversé des rivières et pris des villes sous le feu en Ukraine. La Chine observe attentivement, voyant l'Ukraine comme une salle de classe vivante. Cela rendra l'application pratique beaucoup plus facile. Leurs drones copient maintenant les modèles russes avec de meilleures caméras et un ciblage amélioré. Ces améliorations expliquant sûrement leur artillerie, rappelant les barrages de Moscou. Même les équipes logistiques chinoises adaptent leurs itinéraires d'approvisionnement en s'inspirant des méthodes russes pour faire circuler les camions sur des routes bombardées, non ? Mais voici le rebondissement cauchemardesque pour Taïwan. L'armée chinoise n'est pas seulement en train d'apprendre, elle est déjà bien en avance sur la Russie. Avec plus de 2 millions de soldats et des équipements plus avancés que la flotte russe, l'armée chinoise vise rapidité et précision. L'armée russe, en revanche, a montré son âge. Les chars tombent en panne, l'équipement manque et le moral baisse. Malgré cela, nous avons vu ces dernières années sa destructivité. Taïwan n'a pas cette chance. La Chine a investi des milliards pour moderniser son armée, testant missiles hypersoniques et chasseurs furtifs pour renforcer sa puissance. Cet avantage donne confiance à Xi. Ses forces s'entraînent à des scénarios concernant Taïwan depuis des années. Avec la guerre de la Russie comme exemple, il se sent sûrement plus près que jamais. Ces leçons reçues par la Chine ne restent pas en classe, elles se manifestent en mer. La Russie et la Chine ont intensifié leurs exercices navals conjoints, naviguant côte à côte à travers le Pacifique et la mer du Japon. Les navires russes ont même croisé près de Taïwan, juste après les propres exercices de la Chine, comme s'ils synchronisaient leurs montres pour quelque chose de plus grand. En 2024 seulement, ils ont mené plus de 12 missions, certaines proches des frontières de Taïwan pour tester la réaction. Aucune alliance formelle, mais la chorégraphie saute aux yeux. Forte de son avantage militaire, la Chine ne copie pas la stratégie russe, elle la réinvente. Des drones plus rapides et des navires intelligents pourraient submerger Taïwan avant qu'elle ne réagisse. Tout cela est lié par le compromis silencieux. La Russie montre ses cicatrices, la Chine les exploite. Moscou soutenu, mais l'avantage revient à Pékin. Entre ses cyberattaques pouvant couper l'électricité et ses missiles couvrant les côtes, la Chine est prête à un combat que la Russie ne peut qu'imaginer gagner. Taïwan voit cela se dérouler et connaît les enjeux. Une Chine plus confiante, soutenue par l'expérience russe et l'ambition constante de Xi, pourrait faire basculer l'équilibre dans toute la région. Ironiquement, la Russie se bat chez elle, tout en donnant à Pékin les clés d'une tempête bien plus vaste. Xi ne fait pas que regarder, il sourit en ouvrant la porte. Les préparatifs de guerre de la Chine inquiètent désormais Taïwan et le monde entier. L'OTAN surveille étroitement la coopération sino-russe et agit déjà pour contrer ce jeu plus large. L'Europe anticipe une offensive russe, tandis que l'Occident érige une nouvelle défense dans le Pacifique. Les États-Unis ont renforcé leur coopération militaire avec le Japon, la Corée du Sud et les Philippines, augmentant leur présence et menant des exercices près des eaux chinoises. L'Australie, autrefois éloignée des conflits de première ligne, joue désormais un rôle majeur dans le cadre du pacte Australia-United Kingdom-United States, en aidant à construire des sous-marins à propulsion nucléaire destinés à contrer la puissance navale chinoise. L'OTAN ne fait pas que défendre, elle prépare une stratégie pacifique si vaste qu'elle pourrait servir de cale-porte. C'est la façon dont le monde montre qu'il observe et qu'il est prêt à agir pour limiter la puissance de la Chine. Il ne s'agit pas seulement de défendre Taïwan, mais aussi de remodeler l'équilibre indo-pacifique. Les chaînes d'approvisionnement sont réorganisées, les bases militaires agrandies, et les alliances renforcées pour maintenir la pression sur Pékin. Des pays comme le Vietnam et l'Indonésie, autrefois prudents envers l'Occident, voient désormais la montée de la Chine avec plus d'inquiétude que de confiance. Le message est clair, une action de la Chine contre Taïwan provoquera une réponse unie. Elle fera face à un front coordonné, préparé des années à l'avance, prêt à riposter sur terre comme en mer. La Russie, s'enfonçant dans l'orbite chinoise, l'alliance ressemble de moins en moins à une poignée de main, et davantage à un échiquier.
Les planificateurs de l'OTAN ne perdent pas le sommeil uniquement à cause des échanges commerciaux ou technologiques. Pékin pourrait discrètement inciter Moscou à semer des troubles en Europe, pendant que la Chine agirait contre Taïwan. Une telle crise sur 2 fronts épuiserait l'Occident, forçant Washington à choisir entre défendre le Pacifique ou l'Europe. Et ce n'est pas de la spéculation, c'est un scénario basé sur l'effet de levier. La Chine fournit à la Russie les outils, la technologie et l'argent dont elle a besoin pour rester dans la lutte. Quand on est aussi dépendant, on ne peut pas dire non. Vu à quel point Poutine s'est enfoncé, il est probable qu'il ne voudra pas non plus dire non. Même la haute direction de l'OTAN tire la sonnette d'alarme. Mark Rutte, secrétaire général, a récemment averti que la Chine et la Russie mettent à l'épreuve l'Occident sur plusieurs fronts. Il a souligné que l'OTAN doit être prête à répondre à des menaces simultanées en Europe et dans l'Indo-Pacifique. Son message est clair. L'ère des conflits à théâtre unique est terminée. Ainsi, il ne voit plus la situation comme une simple éventualité, et s'adapte déjà. Les exercices conjoints en Europe se multiplient. Des soldats de nombreux pays s'entraînent à réagir à une attaque surprise de la Russie. Dans les pays baltes, les forces estoniennes, lettonnes et lituaniennes se rapprochent de la frontière. Les chars sont repositionnés, et les systèmes de missiles sont discrètement déployés. La surveillance est même passée à la vitesse supérieure. Désormais, des avions espions suivant les mouvements des troupes russes et des satellites surveillent les routes maritimes chinoises. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de reconnaissance des schémas. L'Ukraine a montré ce qui se passe quand on attend trop longtemps. Si la Chine attaque Taïwan, l'OTAN veut une Europe préparée. Vous pourriez vous demander pourquoi la Russie accepterait un plan si risqué. La réponse est simple, la survie. La guerre de Moscou en Ukraine a épuisé ses ressources et exposé ses faiblesses. Pour fonctionner, ces usines dépendent des machines-outils, de l'électronique et du financement chinois. Sans ces moyens, la production s'arrête, les drones ne volent plus et les munitions manquent. Dire non à la Chine n'est pas vraiment une option, mais il ne s'agit pas que d'activité. Une crise près des frontières de l'OTAN ferait détourner l'attention de l'Europe et réduirait la pression sur la Russie en Ukraine. Et puis il y a le carburant émotionnel. Moscou garde encore des rancunes à propos de l'expansion de l'OTAN et de son influence perdue en Europe de l'Est. Attiser les tensions près de la Pologne ou des pays baltes n'est pas seulement stratégique, c'est personnel pour Poutine. Quand votre principal fournisseur est aussi votre bouée de sauvetage, la loyauté devient une nécessité. Le partenariat sino-russe bouleverse aussi la scène mondiale, pas seulement chez eux. Ce qui était au départ un soutien vital pour Moscou sous sanctions est devenu un transfert de pouvoir, où Pékin impose ses règles. La Chine ne fait pas qu'à aider un ami, elle profite de cette alliance pour renforcer son influence. Pas seulement dans le commerce, mais aussi dans des groupes mondiaux comme les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui veulent réécrire les règles du leadership. Pékin décrit ce partenariat comme un effort collectif pour contrer l'influence occidentale. C'est un message qui séduit les pays du Sud global qui se sentent ignorés après des décennies de décisions menées par les États-Unis. Discours équitable, nouvelles voies, règles et moindre dépendance au dollar ou aux banques occidentales. La Russie joue le jeu, se tenant aux côtés de la Chine lors des sommets et des discours, brandissant le drapeau de l'unité multipolaire. Derrière les slogans, l'équilibre des pouvoirs reste inégal. Prenez les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Sur le papier, ce groupe de puissances émergentes réunit Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, rejoint par l'Iran et l'Égypte. Le groupe parle beaucoup d'augmenter le commerce, de réformer les systèmes mondiaux et de construire des alternatives à l'influence occidentale. En y regardant de près, la domination de la Chine saute aux yeux. Son économie avoisine 20 000 milliards de dollars contre à peine 2 000 milliards pour la Russie. Ce n'est pas un partenariat, c'est un fossé de puissance. La Chine représente environ 60% du produit intérieur brut total des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ce qui signifie qu'elle donne le rythme, façonne l'agenda et décide quelles idées prennent de l'ampleur. La Russie, quant à elle, ressemble plutôt à la choriste, présente, bruyante, mais sans vraiment mener la chanson. Même l'élargissement révèle qui commande vraiment. La Chine a poussé à l'ajout de nouveaux membres pour former un bloc plus large, aligné sur ses priorités. L'Inde et le Brésil ont hésité, redoutant de perdre de l'influence avec plus de sièges. La Russie n'a pas protesté, elle ne pouvait pas se le permettre. Avec son économie sous pression et son image mondiale écornée, Moscou a plus que jamais besoin de la Chine. Ainsi, ils valident même si cela ne sert pas leurs intérêts à long terme. Ce n'est pas une équipe d'égaux. La Chine choisit le restaurant. La Russie espère être invitée. Cette dynamique se retrouve dans chaque aspect de l'agenda des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qu'il s'agisse du développement technologique, des accords sur l'énergie verte ou des projets de création de systèmes financiers contournant les sanctions occidentales. La Chine mène la conversation. La Russie suit, reconnaissante de l'attention et des bouées de sauvetage économique qui en découlent.
L'unité affichée va être orchestrée pour les caméras, alors qu'en réalité tout est transactionnel. La Chine fournit outils, argent et dynamisme. La Russie, soutien politique et hostilité commune à l'Occident. Cette configuration fonctionne pour l'instant uniquement parce que Pékin obtient ce qu'il souhaite. La Chine profite de ce partenariat pour se présenter comme la voie du Sud global tout en agissant discrètement. On parle d'équité et d'équilibre, mais les actions sont calculées. La Chine rejoint les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, non pour partager le pouvoir, mais pour le verrouiller. La Russie, autrefois puissante, est maintenant partenaire junior et tente de rester pertinente face à la domination de Pékin. Même si les discours semblent montrer un front uni, la réalité est biaisée. La Chine bâtit une plateforme pour ses ambitions mondiales, tandis que la Russie cherche du soutien. L'alliance peut paraître défier la domination occidentale. C'est aussi un rappel que toutes les alliances ne reposent pas sur la confiance ou l'égalité. Certaines reposent sur le besoin. Et la Chine sait les exploiter. La mainmise de la Chine sur des scènes mondiales comme les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud est forte, mais elle exerce aussi une pression sur la Russie chez elle. À Moscou, certains s'opposent discrètement à la mainmise de Pékin. Des chefs militaires et industriels sont mal à l'aise face à l'importante présence de matériel et de savoir-faire chinois dans leurs usines. Ils craignent que la Russie devienne trop dépendante de systèmes qu'elle ne contrôle ni ne reproduit totalement. Les nationalistes craignent que les terres rares et l'énergie de Sibérie soient vendues trop bon marché. Et parmi l'ancienne garde des oligarques, il y a la crainte que la présence croissante de la Chine puisse les évincer complètement des secteurs clés. Cette tension n'est pas bruyante, mais elle compte. Cela montre que, même si la Russie a besoin de la Chine pour survivre à cette tempête économique, elle ne fait pas entièrement confiance au prix qu'elle paie. Le Kremlin peut sourire devant les caméras et parler de partenariat, mais en coulisses, il y a des frictions. Pékin a les cartes en main, Moscou le sait. Mais en Russie, certains se demandent si l'accord ne va pas les enfermer définitivement. Il est fou qu'il ait fallu une guerre pour que la Russie comprenne qui commande vraiment. La Russie enseignait à la Chine sur les chars, maintenant elle apprend à négocier les prix. Le pays qui enseignait autrefois à la Chine la construction de chars et le lancement de satellites dépend désormais d'outils, achète des puces et imite Pékin. Récemment, la Russie était le principal partenaire et stratège reconnu, forte de son expérience militaire et de son influence mondiale. Aujourd'hui, c'est elle qui demande des pièces de rechange et des prêts à prix réduits. La Chine, jadis discrète, est désormais la planificatrice, dirigeant calmement pendant que la Russie peine à suivre. Les rôles ont changé, l'ironie est à son comble. Ce changement touche plus que la fierté, il redéfinit la gestion mondiale des conflits. L'Europe et l'Asie, autrefois séparées, font maintenant partie d'un même système de pression. Si Pékin intervient à Taïwan, Moscou ne restera pas silencieux ni isolé. Les deux sont désormais liés par le commerce, la technologie et les tactiques. Une attaque dans le Pacifique risquerait de provoquer une crise près de l'OTAN, poussant l'Occident à disperser ses ressources. Voilà le vrai danger. Il ne s'agit pas seulement de deux guerres, mais d'une stratégie coordonnée conçue pour surcharger le système. C'est une nouvelle forme de guerre froide. Cette fois, la Chine mène, la Russie suit, les rôles sont inversés. L'Occident découvre ce que cela fait d'être dépassé par un duomètre du long terme. Mais au final, le plus grand ennemi de la Russie n'était pas l'OTAN, c'était sa propre dépendance. En se reposant trop sur la Chine, elle a perdu le contrôle, et la Chine a transformé cette dépendance en arme redoutable. Non par des chars ou missiles, mais par l'influence, avec des accords discrets, des plans partagés, et un type de levier qui n'a pas besoin de crier pour se faire sentir. Le monde observe maintenant un partenariat fondé non pas sur la confiance, mais sur la nécessité. Quand la nécessité dicte la stratégie, les résultats sont rarement clairs, ils sont tranchants, imprévisibles et souvent irréversibles. Merci d'avoir regardé.